Bonjour, ravi de vous retrouver en direct du Salon international de l'agriculture sur le plateau de Campagne TV pour parler jardin, car c'est peu dire que le jardin est une passion française. Il y a dans l'Hexagone 20 millions de jardiniers et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Mieux, la passion pour les jardins gagne les centres-villes au point que les élus locaux sont obligés d'intégrer maintenant cette notion d'espace vert dans les plans d'aménagement des quartiers ou les plans d'aménagement des communes. Alors, pourquoi et comment répondre aux attentes des habitants en mal d'espace vert? C'est la question que nous poserons à un certain nombre d'élus qui nous font le plaisir de nous rejoindre sur ce plateau. C'est la question également que nous avons posée à certains candidats ou anciens candidats, d'ores et déjà à la présidence de la République. Le premier d'entre eux, c'est Yannick Jadot d'Europe Écologie Les Verts qui a rejoint récemment Benoît Hamon. On l'écoute. Je suis né à la campagne. Jusqu'à mon baccalauréat, je vivais à la campagne, au milieu des champs, des pâtures, des bois. Et mes parents étaient très soucieux déjà de protection de l'environnement. La nature, pour moi, c'est extrêmement important. Donc en fonction du temps que j'ai, évidemment, quand je pars en vacances, c'est plutôt marcher dans la montagne. Les jardins publics, notamment à Paris, pour moi, ça évoque mes enfants quand ils étaient petits. On allait au jardin des plantes et c'est aussi une formidable façon de découvrir la nature. J'aime bien les Buttes-Chaumont parce que c'est vallonné, parce que c'est des anciennes carrières, que ça a une histoire qui est assez jolie avec des quartiers ouvriers juste à côté. Et je ne suis pas trop fan des parcs à la française, extrêmement ordonnés, tout ça. Je préfère un peu quelque chose de plus naturel, où il y a un peu plus de bazar que d'ordre. Dès qu'on verdit une ville, évidemment, on capture du carbone, donc on participe de lutter contre le dérèglement climatique. Quand on voit les villes qui ont investi justement en mettant beaucoup plus de nature, y compris de la nature qui peut être des jardins partagés, qui peuvent être où on commence à occuper les toits plats aussi avec de la végétation ou un peu de jardin. Tout ça participe à la fois non seulement d'atténuer les variations de température, mais en même temps de capter le CO2, de capter la pollution et donc de rendre les villes plus vivables. Ce rapport entre la ville, l'agriculture urbaine et la végétation est au cœur aussi d'une réappropriation de la ville par ceux qui y habitent. Le passage à la politique, pour moi, c'est la poursuite du même engagement. Il faut être auprès, former les organisations paysannes, former les gouvernements sur la question de l'agriculture et du commerce. Et au Parlement européen, il faut mettre en place les politiques publiques qui permettent à la fois de protéger l'environnement, de construire la souveraineté alimentaire, la sécurité alimentaire, et de construire en permanence la capacité des femmes et des hommes à être partie prenante de ces grandes transformations. Retour sur le plateau de Campagne TV au Salon international de l'agriculture avec Benoît Apparu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député maire de Châlons-en-Champagne. Alors je voudrais qu'on parle des jardins, de l'espace vert, de la nature, du végétal à Châlons, mais avec peut-être une anecdote au passage. Quand récemment, je suis arrivé à Châlons-en-Champagne, à la sortie de la gare, je prends un taxi, et on ne m'a pas parlé de végétal alors que je pensais être dans une ville très verte. On m'a parlé des anciennes emprises militaires, etc. Alors c'est quoi aujourd'hui? C'est une ville verte ou c'est une ville militaire, Châlons-en-Champagne, Benoît Apparu? Jusqu'à preuve du contraire, l'un n'empêche pas l'autre. Historiquement, Châlons-en-Champagne est une ville militaire et administrative. Et effectivement, dans l'actualité du moment, comme nous avons eu la suppression de l'ensemble de nos régiments et de l'ensemble de nos forces armées, l'actualité de Châlons, c'était plutôt le départ des militaires. Mais il se trouve que nous avons une autre spécificité, c'est la présence de jardins en plein cœur de ville, en plein centre-ville, pas en périphérie, en plein cœur de ville, 16 hectares, en 3 jardins qui partent véritablement du centre-ville et qui irriguent l'ensemble du territoire. Et donc nous avons cette spécificité d'avoir 16 hectares de jardins en plein cœur de ville, qui sont évidemment un poumon vert, mais également un poumon événementiel, mais également une capacité pour nous à développer une attractivité autour de ces jardins. C'est bon pour le tourisme d'avoir des jardins dans une ville? Alors, c'est bon pour le tourisme d'avoir des jardins, bien évidemment, parce qu'on peut proposer autour de cette verdure des activités relativement importantes. On est en train, par exemple, là, de transformer en profondeur l'un de ces 3 jardins
pour essayer d'y amener de l'événementiel pour les jeunes, autour d'un skatepark, autour de toute une série de jeux, entre guillemets, ludiques, nous permettant d'avoir des jardins qui soient beaucoup plus attractifs en tant que tels pour l'ensemble d'une clientèle familiale, adolescente, plus jeunes enfants, et essayer d'avoir une programmation de ces jardins nous permettront de travailler vers ces publics-là. Donc c'est bon pour la population, c'est ce que je viens d'évoquer, c'est bon également pour le tourisme. Parce que vous avez une ville, Châlons-en-Champagne, atypique, avec 13 cours d'eau qui parcourent la ville, et les 16 hectares de jardin. Et donc on mise énormément sur la verdure et sur l'eau pour montrer que nous sommes différents des autres. En gros, notre outil jardin, c'est d'être discriminant par rapport à d'autres territoires. Alors, les espaces verts, la nature, l'environnement, le végétal, c'est pas que les jardins à Châlons. Il n'y a pas très longtemps, on s'est croisés sur la Seine, sur un bateau-mouche, et vous nous avez parlé de vos projets pour Châlons en matière de végétal. Je voudrais que vous nous expliquiez un petit peu ce que vous êtes en train de préparer. Alors, là, on a commencé par les jardins. Mais bien évidemment, on ne va pas résumer la politique publique que nous essayons de mener autour simplement des jardins. Nous souhaitons avoir une dimension végétale très forte. Pourquoi ? Parce que nous avons cette présence des jardins en cœur de ville. Mais surtout parce que Châlons-en-Champagne est au cœur du bassin agricole le plus puissant d'Europe, pour ne pas dire du monde. Nous avons autour de Châlons une capacité à développer de la biomasse qui est la meilleure probablement au monde. Nous avons à côté de ça un événementiel qui existe déjà, un peu plus petit que le salon de l'agriculture, mais la foire de Châlons, qui est déjà un événementiel agricole de grande puissance. C'est le deuxième événement agricole après le salon de l'agriculture. C'est le deuxième événement agricole après le salon dans lequel nous nous trouvons. Et donc autour de cet événementiel agricole existant, autour de cette légitimité que nous avons avec la vigne qui représente à quelques kilomètres le champagne, et puis ce terreau du végétal que représentent les grandes cultures marnaises, nous voulons profiter de ces atouts-là pour monter des outils, des éléments de communication, d'information et d'influence au bénéfice de l'agriculture. Et notre idée, c'est de travailler autour de ce qu'on appellerait un World Agriculture Forum, en gros un Davos de l'agriculture, et une institution qu'on appellerait l'IHEDA, Institut des hautes études de l'agriculture, pour, autour des questions agricoles, faire travailler pendant une session d'1 an de formation des cadres de l'industrie agroalimentaire bien sûr, mais aussi des cadres des grandes associations environnementales, des cadres de la grande distribution, des différents ministères concernés, agriculture, énergie ou environnement, pour que la question agricole ne soit pas simplement vécue comme un combat entre les uns contre les autres, mais qu'on arrive ensemble à regarder quels sont les grands enjeux pour les 50 ans qui viennent en matière agricole. Il y aura une partie recherche et développement, parce que pas très loin de Châlons-en-Champagne, il y a déjà des expérimentations qui sont menées à un certain Nous avons, avec le projet porté par la Chambre d'agriculture, ce qu'on appelle la Ferme 112. Et puis, Ferme 112 du nom de la base aérienne, c'est ça? Du nom de l'ancienne base aérienne, là encore du départ de militaires sur la Marne. Nous avons un projet effectivement de recherche et développement très important sur cette Ferme 112. Nous avons à côté de la Ferme 112, pas très loin de Reims là encore, le pôle de Bazancourt, qui est un pôle de recherche sur les grandes questions là encore agricoles. Et donc on veut faire de ce territoire du département de la Marne, évidemment autour de la recherche, dessiner ce que sera l'agriculture demain. Sur Châlons, nous spécialiser sur ce qu'on appelle la smart agriculture. C'est quoi la smart agriculture? L'agriculture connectée, l'agriculture intelligente, l'agriculture digitale. Travailler sur ces questions-là encore en termes de recherche et de développement. Et puis autour de la question de l'événementiel, de la formation que j'ai évoquée. Un exemple très concret sur la formation et l'influence. Se développe dans le monde entier ce qu'on appelle des MOOC. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est Massive Online Open Course. En gros, des formations universitaires par le biais du digital et du numérique. Il y en a très peu qui existent aujourd'hui en matière agricole. Nous voulons implanter à Châlons de quoi fabriquer avec l'Université de Reims ces MOOC en question sur le plan national comme international pour là encore faire de Châlons une place d'influence en matière agricole. En matière de délai, votre feuille de route, c'est premier MOOC à partir de quelle époque? On va dire la feuille de route qu'on va se fixer si on veut être raisonnable, tout en étant pressé bien évidemment, c'est 18 mois. Donc si je vous comprends bien, toutes les questions d'environnement, de végétal à Châlons, c'est pas une contrainte, c'est une opportunité. C'est pas une contrainte, c'est une opportunité. L'idée de l'opportunité, c'est de saisir le potentiel existant d'un territoire qui est au milieu, je l'évoquais tout à l'heure, d'un bassin agricole et viticole puissant pour essayer de se dire comment on crée de la valeur différente de celle que l'on connaît aujourd'hui. Cette valeur, elle tourne autour de la formation,
autour de l'influence, autour de l'événementiel. C'est une première partie. Une deuxième partie autour de la smart agriculture, je l'ai évoqué. Une troisième partie autour de la recherche et du développement pour imaginer ce que seront les produits de demain. Bon, une dernière question, Benoît Apparu. Quand on pense au Davos, alors certains journalistes pensent rencontrer des hommes d'affaires, des capitaines d'industrie. Certains pensent aussi faire un peu de ski. Quand est-ce qu'on viendra chez vous pour le Davos de l'agriculture et accessoirement goûter avec modération quelques grands crus de champagne? Là encore, la feuille de route, c'est 18 mois. On fera probablement une année zéro, un événementiel zéro, comme on dit, pour tester le produit cette année. Mais le premier grand rendez-vous de l'ensemble du programme qu'on a évoqué, c'est pour 18 mois. Eh bien, merci beaucoup, Merci Benoît à vous. Apparu, de nous avoir rejoints ici au Salon international de l'agriculture. Je vous propose maintenant de mettre, on va dire, cap à l'ouest et de revenir près de Paris, du côté du Blanc-Ménil, puisque nous a rejoint sur ce plateau Thierry Maignan. Thierry Maignan, on va vous apporter un micro. Voilà, bonjour. Alors, vous êtes le nouveau maire du Blanc-Ménil, enfin depuis quelques temps déjà, en Seine-Saint-Denis. Alors, j'allais dire, oula, s'intéresser au végétal, au jardin en Seine-Saint-Denis, il faut être un peu courageux. Il faut être courageux, mais en même temps, c'est une nécessité. Parce que, à mon arrivée, alors c'est une ville que je connais bien, où j'ai passé toute ma vie, hein, jusqu'à présent, et mes parents avant moi. Mais j'ai trouvé une ville avec, certes, c'est une ville, il faut peut-être préciser pour vos auditeurs, de 8 km², 54 000 habitants, qui était une ville qui était industrielle, qui avait une vie industrielle auparavant. Et j'ai trouvé une ville avec un parc urbain magnifique de 24 hectares, mais qui était coupé de la ville puisqu'il était construit à son pourtour. Donc l'idée, l'enjeu a été de faire en sorte de ramener ce parc sur la ville chaque fois que c'était possible. Mais j'ai trouvé aussi un certain nombre de friches industrielles que nous allons travailler. Et l'arme du maire qui arrive, c'est le PLU. Nous avons travaillé avec des architectes. Le PLU, alors, vous savez, Le nos plan téléspectateurs ne sont pas forcément des grands spécialistes des questions municipales. Le plan local d'urbanisme que nous avons révisé de manière à protéger une zone pavillonnaire très étendue et autant de petits jardins dans cette zone pavillonnaire, mais également pour travailler ces friches industrielles. Nous avons dessiné un arc vert sur la ville. À chaque fois que c'est possible, nous avons créé des petits squares de quartier, des espaces verts de quartier. Nous avons étendu ce qui existait déjà pour créer un arc vert sur la ville autour duquel un certain nombre de centralités qui vont être autant de villages dans la ville vont naître. Ce sont ces friches industrielles que nous allons travailler et nous avons imposé aux promoteurs par le biais de ce plan local d'urbanisme 60% de végétal au sol, 60% de vert et de bleu au sol. Il a fallu leur tordre un petit peu le bras, je dois dire. Pourquoi ? Mais on y arrive, parce que quand on construit moins, c'est moins rentable. Mais le maire que je suis, qui est attaché à la qualité de vie de ses concitoyens, a imposé ces normes très, très strictes. Et finalement, tout le monde s'y fait. Et on aura demain, dans les nouveaux projets, un verger, un espace pour un verger, pour un potager. Nous avons des jardins sur la ville, des jardins ouvriers, mis à la disposition des habitants qui peuvent cultiver au pied de leur immeuble, au pied de leur pavillon, un certain nombre de terrains. Comment ça fonctionne justement ces jardins ouvriers? Parce que là j'ai l'impression de revenir des années en arrière, effectivement, en Seine-Saint-Denis, mais également dans les Hauts-de-Seine ou le Val-de-Marne. Il y avait beaucoup de jardins ouvriers dans les années 60-70. Eh bien, c'est tout simple. Alors, c'est compliqué parce qu'on a tellement de demandes qu'il faut bien attribuer ces terrains. Donc, on s'arrange par tirage au sort. C'est des petites parcelles? Ce sont des petites parcelles avec une petite maison qui permet d'abriter les outils du jardin. Et tout ça est très convivial. Les gens se réunissent, font des pots. Nous avons même des vignes au Blanc-Ménil. Nous cultivons un cépage chardonnay derrière une vieille ferme historique, une ferme close de mur, qui a donné son nom d'ailleurs à la ville du Blanc-Ménil, le Moulin Blanc, Blanc-Ménil, en vieux français. Et donc, c'est un cépage chardonnay qui est... il y a 2000 bouteilles tous les ans. Mais c'est un peu la fierté de la ville, ainsi que d'ailleurs les ruches, puisque nous avons également un certain nombre de ruches. Donc j'ai le plaisir d'offrir régulièrement à mes visiteurs un panier comportant le miel du Blanc-Ménil et la bouteille de la vendange précédente. Alors quand on pense jardin amateur, jardin ouvrier, on se dit oh là là, qu'est-ce qu'ils utilisent comme produit dans les jardins? Est-ce que vous avez mis des normes, des règles pour éviter d'avoir un peu trop recours à la boîte à pharmacie, si je puis dire?
Bien sûr, c'est la base de notre travail, mais on va même plus loin parce que nous avons un service des serres municipales qui est très performant, qui d'ailleurs décore la ville et choisit les végétaux en fonction de l'actualité. Ils ont fait des choses magnifiques pour l'Euro. Là, nous préparons Paris Olympique 2024. La ville est aux couleurs de Paris Olympique à travers sa végétation, les ronds-points, tout est aménagé. Et nous avons des serres municipales très performantes et nous sommes en train d'implanter sur certains toits de bâtiments de la ville, des serres. Et nous avons d'ailleurs un Blanc-Ménillois qui expose aujourd'hui, qui a développé un projet qui s'appelle My Food, qui expose aujourd'hui, qui s'appelle Johan Nazarali, qui a inventé un principe de serre autonome. Et nous allons permettre à travers ce principe aux habitants de cultiver sur le toit de leur immeuble les légumes qu'ils pourront ensuite déguster en famille. Alors tout ça, ça va être simple à mettre en place ou compliqué parce que installer des serres sur les toits d'immeubles, il y a des règles d'urbanisme, des règles administratives qui sont parfois des repoussoirs pour beaucoup de jardiniers amateurs. Non, nous nous sommes adaptés. D'ailleurs, un certain nombre de serres ont commencé à prendre place. Nous vous accueillerons volontiers pour faire un reportage. Et nous allons développer, alors dans un premier temps sur les bâtiments publics, bien sûr, c'est plus facile de donner les autorisations, mais nous allons approcher les bailleurs sociaux de manière à... Nous avons 50% de logements sociaux sur la ville du Blanc-Ménil. C'est un vrai enjeu d'ailleurs, parce que si nous voulons rééquilibrer la sociologie de la ville, il faut qu'on soit meilleur que les villes alentours. D'où l'idée d'avoir du vert, du bleu sur toute la ville, des lacs artificiels. D'ailleurs, peut-être une précision intéressante, nous buvons au Blanc-Ménil l'eau du Blanc-Ménil que nous puisons sous nos pieds à 70 mètres et cette eau a les caractéristiques comparables à celles de l'eau de Vittel. Alors, une question qui là ne s'adresse plus au robinet donc, l'eau de Vittel au robinet. Une question qui ne s'adresse plus forcément au maire du Blanc-Ménil, mais à l'élu de la région Île-de-France. Est-ce que votre exemple au Blanc-Ménil est duplicable, reproductible dans d'autres communes de la petite couronne parisienne? Absolument. Et la présidente de la région et le nouvel exécutif à travers Madame Anne Chain-Larché, qui est vice-présidente chargée justement des territoires agricoles de la région. La région compte énormément de territoires agricoles. Seine-et-Marne, les Yvelines, le Val d'Oise. Il y a un programme que d'ailleurs la présidente de la région, Valérie Pécresse, a développé il y a quelques semaines, qui tend à développer les espaces verts en région parisienne, y compris dans les zones urbanisées. Nous sommes un exemple au Blanc-Ménil et d'ailleurs la présidente vient régulièrement nous voir au Blanc-Ménil parce que j'espère qu'on sera source d'inspiration. En tout cas, on travaille pour la qualité de vie de nos concitoyens au Blanc-Ménil. Une dernière question, Thierry Maignan. Vous jardinez vous-même ? Je suis petit-fils d'agriculteur, figurez-vous, mais un agriculteur qui s'est tourné vers la boulangerie et qui cultivait son jardin. Mon grand-père, jusqu'à 95 ans, a cultivé son jardin et m'apprenait à bêcher le jardin. Et il le disait sans faire de trous. Apparemment, il y a une manière de bêcher qui fait qu'on ne fait pas de trous. Et il m'a enseigné un petit peu quelques bons principes d'agriculture. En cultivant ses légumes, eh bien, j'apprenais à son contact à cultiver mon jardin. Et aujourd'hui ? J'ai pas le temps aujourd'hui, mais j'attends ma retraite avec impatience pour justement revenir aux sources. Vous pouvez aussi cultiver quelques tomates sur les balcons de la mairie ? Nous avons un jardin intérieur, effectivement, il faudrait y penser. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais il faudrait y penser. Eh bien, merci beaucoup Thierry Maignan de nous avoir rejoints sur le plateau de Campagne TV. Bon retour du côté du Blanc-Ménil et on va poursuivre notre voyage à travers la France des jardins. En remettant cap à l'Est, en allant dans les Vosges, avec Daniel Grémier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur Les Républicains des Vosges, conseiller régional de la région Grand Est et aussi et surtout agriculteur. Alors pour vous, j'allais dire, parler d'espaces verts et de nature et de végétal dans le département des Vosges, c'est quasiment une habitude. Je suis né dedans, effectivement. Alors aujourd'hui, ça se passe comment dans le département des Vosges? Parce que vous avez des... si on va à Gérardmer, si on va à Épinal, est-ce qu'on... À Gérardmer, oui, on trouve des espaces verts, mais à Épinal, c'est peut-être un peu plus difficile? Oh non, je crois que le département des Vosges a gardé sa verdure, a gardé sa verdoyance qui est absolument splendide. 365 jours sur 365 avec sa diversité forestière et puis ses espaces verts qui sont absolument fabuleux. Alors on va parler aussi avec vous
des espaceurs, mais surtout des lois qui les accompagnent. Je pense notamment à la loi Labbé, qui partait d'un bon principe, hein. C'était les suites des différentes grands-messes environnementales. Aujourd'hui, cette loi, elle peut s'appliquer, elle s'applique, elle va s'appliquer? Bah, justement, ça fait partie des gros problèmes de notre société. Il y a eu une loi qui a effectivement poussé le curseur très loin en disant il faut interdire les produits phytopharmaceutiques. Et puis on s'aperçoit que la vie, c'est plus compliqué que ça. Et en tant que rapporteur au Sénat, le Sénat, et je me suis beaucoup impliqué dans ce texte de loi, je me suis dit, mais on a aujourd'hui des espèces comme les buis qui sont en train de dépérir. Et on n'a aucun produit de biocontrôle qui est possible pour lutter contre le champignon qui détruit les buis. Alors qu'on a des produits phytopharmaceutiques qui sont capables de les sauver. Et c'est important parce que les buis, hein, il faut le préciser, c'est l'arbuste emblématique des jardins français. C'est l'arbuste, c'est toute l'histoire qui est mariée avec l'architecture de notre pays, vous avez raison. C'est plus d'un siècle, c'est toute l'architecture. Alors, il y a les jardins publics, il y a les jardins privés. Et effectivement, mon travail a consisté à dire pourquoi ne pas autoriser, dès lors qu'on n'a pas de produits de biocontrôle qui permettent de sauver les buis, d'utiliser des produits phytopharmaceutiques. Alors, vous avez attaqué le problème par les amendements? J'ai attaqué le problème par mon rapport, puisque j'étais rapporteur. Et j'ai eu la chance d'avoir un vote à l'unanimité au Sénat, en première lecture, qui m'a beaucoup aidé. Et ensuite, j'ai défendu cet article, bien sûr, face à mon collègue à l'Assemblée nationale, qui dit l'Assemblée était, sur ce point-là, n'avait pas du tout cette approche d'ouverture pour sauver effectivement l'histoire d'espèces qui peuvent disparaître sur notre territoire. Et ensuite, j'ai eu la chance d'avoir à nouveau un deuxième vote à l'unanimité au Sénat lorsque j'ai présenté l'accord de CMP, donc de commission mixte paritaire, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, grâce au travail qui a été fait au niveau du Sénat, qui a été repris par mes collègues de l'Assemblée, les deux assemblées vont sauver des espèces qui auraient pu disparaître. Justement, est-ce que ça peut aller au-delà du buis? Est-ce que cet amendement, ces travaux en commission mixte paritaire, aujourd'hui, ils peuvent déboucher sur des autorisations d'utilisation pour d'autres végétaux? C'est pour ça que je me suis permis de prendre le texte, parce qu'effectivement, l'article 8 nouveau que j'ai introduit, c'est le pied dans la porte, c'est-à-dire, effectivement, j'ai pris l'exemple du buis parce que c'est du concret. Et aujourd'hui, on était face à la disparition programmée des buis, puisque les villes ne peuvent plus utiliser de produits phytopharmaceutiques. Et aujourd'hui, dans le texte de loi, c'est toute espèce biologique ou qui fait partie du patrimoine historique de notre pays. Dès lors qu'on n'aura pas de produits biocontrôle, eh bien, effectivement, c'est d'obtenir la dérogation d'utiliser des produits phytopharmaceutiques si ceux-ci sont agréés, bien sûr. Par exemple, il y aura quel type de végétaux? Bah, aujourd'hui, je prends. Je pense que la liste doit être longue. Non, je prends l'exemple du buis. Je pense effectivement ce qu'est en train de vivre la région du Midi avec les palmiers. Je pense effectivement à des espèces végétales qui aujourd'hui pour lesquelles on n'a pas de produits de biocontrôle. Donc l'esprit du Sénat, l'esprit du travail que j'ai fait, c'est pas de dire c'est l'ouverture à tout va des produits phytopharmaceutiques. C'est d'être intelligent. J'ai pas de produits. Si j'ai des produits qui sont agréés, donc ça veut dire qui ont l'autorisation de mise en marché, eh bien j'autorise, y compris dans les villes, y compris là où il y a effectivement ce patrimoine ou ces espèces biologiques historiques qu'il faut sauver, eh bien je permets de les sauvegarder et de les garder. Ça peut être utilisable notamment pour les oliviers dans le sud de la France et en Corse? Ça peut être utilisable, enfin toute espèce végétale qui fait partie de notre patrimoine. Donc ça peut être les oliviers. On a eu des attaques aussi très spécifiques sur la vigne. On a eu sur l'arboriculture. Enfin, on ne peut pas prendre d'exemple parce que tout peut se passer. Vous savez, la vie va très vite. Et on peut très bien se trouver face à des champignons, des insectes, à des situations qui pourraient mettre en péril des espèces végétales qu'on n'avait pas imaginées, mais ça fait partie de ce qui peut arriver demain. Cette autorisation d'utiliser des produits phytopharmaceutiques quand il n'y a pas d'alternative bio, est-ce que ça peut s'étendre à l'utilisation des produits par les jardiniers amateurs? Alors, pour tout ce qui est les jardiniers, tout ce qui concerne le privé,
Aujourd'hui, il n'y a aucun problème, puisque déjà, dès lors que la personne a fait son diplôme, entre guillemets, a fait son certificat, donc a eu la connaissance de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, elle pourra, donc il faut des personnes agréées pour pouvoir les utiliser. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de situation orpheline. Hier, les agriculteurs pouvaient, dès lors qu'ils, et encore demain, ils pourront, dès lors qu'ils ont fait cette qualification certificato, les entreprises qui interviennent dans des jardins privés peuvent le faire dès lors qu'elles ont cette qualification. Là où on n'avait pas cette autorisation, c'était pour les villes. Et là, il y avait vraiment un grand danger parce qu'une grande partie de ce patrimoine historique fait partie aussi du patrimoine qui est géré par les villes. Daniel Grémillet, après cet aspect législatif du végétal, je voudrais qu'on parle un peu de vous. Vous êtes, je le disais tout à l'heure, éleveur, producteur laitier dans les Vosges. C'est très prenant le métier d'éleveur, mais est-ce que ça vous laisse du temps pour jardiner? Alors, vous savez, le jardin, pour moi, c'est tout un symbole. Et parce que je repense à ma mère. Vous savez, je suis né dans une petite exploitation agricole où le jardin, à la fois potager, mais le jardin aussi pour l'espace de bien-être que nos parents ont su cultiver, ça fait partie de l'architecture de la famille dans le monde rural. Et pour moi, c'est écrit en lettres d'or. Alors, je ne suis pas un fin jardinier. Maman, d'ailleurs... Il y a quoi dans votre jardin? Ma mère... Alors, il n'y a pas grand-chose aujourd'hui. J'ai fait pendant très longtemps J'allais dire, il y a de la neige en ce moment, non? Ah ben, il y a de la neige. Elle a fondu. Hein. Il fait un peu plus chaud aujourd'hui. Non, mais j'ai des pommes de terre. J'ai bien sûr des tomates. J'ai des potirons. J'ai des citrouilles. Ce que je veux dire, j'ai un nombre très limité. Alors que j'avais... lorsque j'étais dans la famille, avec mes parents, une richesse dans le jardin absolument formidable. Mais ce qui m'amène à dire que lorsqu'on est en milieu rural, là aussi c'est un message. Et en tant qu'élu, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et j'écoutais tout à l'heure l'interview précédente. Je suis dans un secteur où il y avait beaucoup de cités textiles, donc, et où il y avait énormément de jardins. Quand je vois dans mes villages tous ces jardins qui sont en friche, alors que cette terre est bonne, et que je vois parallèlement les Restos du Cœur qui continuent de se remplir. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas de solidarité, mais je dis qu'il faut aussi réapprendre dans nos territoires comment je peux subvenir à mes besoins alimentaires, à mes besoins d'agrément, parce qu'il y a aussi de l'espace qui pourrait me permettre de le réaliser. Il y a un beau message là, et il y a surtout, à travers cela, une diversité d'espèces végétales qui peuvent faire partie du patrimoine qu'on peut continuer de sauver. Merci beaucoup Daniel Grémillet de nous avoir rejoints ici sur le plateau de Campagne TV au Salon international de l'agriculture. C'est l'heure maintenant du débrief avec Martine Gauthier qui est directrice de l'innovation de SBM Life Science. Martine, bonjour. Bonjour Martine Gauthier. Voilà. Alors c'est le moment de débriefer avec vous, on l'a vu. Hein, il y a consensus à la fois chez les élus des grandes villes, de la banlieue parisienne, mais aussi les élus des zones rurales, sur l'utilisation d'un certain nombre de produits sous conditions. Donc pour vous, c'est du pain béni, je suppose. Oui, tout à fait. Et nous développons effectivement des solutions écologiquement responsables qui combinent la protection de la nature et de l'homme et également l'efficacité des produits afin de répondre au mieux aux attentes de nos jardiniers amateurs. Nous sommes évidemment très favorables à toutes les mesures incitatives en faveur du développement du biocontrôle qui est l'avenir de notre filière. Seulement, il ne faut pas se tromper quand même de combat car certains produits conventionnels peuvent effectivement préserver quand même la biodiversité et parfois même sauver des espèces en voie de disparition. Et c'est pour cela que le sénateur Gremillet, comme il vient de l'expliquer, avec l'amendement qu'il a fait passer, permet de faire face à certaines maladies comme le dépérissement du buis que l'on ne pouvait pas traiter par des solutions de contrôle et on peut faire appel maintenant à des solutions conventionnelles. Et je tiens ainsi à féliciter cette proposition qui est particulièrement réaliste. On peut cependant regretter qu'elle soit dédiée uniquement aux utilisateurs des collectivités locales et non pas aux amateurs.
car ainsi, au 1er janvier 2019, il faut savoir que les jardiniers amateurs n'auront plus à leur disposition que des solutions de biocontrôle, et celles-ci ne pourront pas parfois faire face à certaines maladies, à certains ravageurs. SBM a été pionnier dans le développement de solutions naturelles, principalement pour le jardin en France. Et nous intensifions notre investissement en recherche et développement pour les solutions de biocontrôle. Donc pour ceci, nous avons le soutien des pouvoirs publics qui effectivement développent énormément des programmes de recherche. Par exemple, le consortium de biocontrôle, validé ici même en 2015 par le ministre de l'Agriculture, Monsieur Stéphane Le Foll, et nous sommes bien entendu membres de ce consortium. Voilà. Par contre, à l'heure actuelle, ce consortium s'oriente principalement sur des problématiques qui touchent l'agriculture, et il serait souhaitable maintenant de faire des subventions beaucoup plus adaptées aux problématiques des jardins privatifs. Eh bien, merci beaucoup Martine Gauthier. Ce sera le mot de la fin de cette émission. Et comme le dit un proverbe chinois, si tu veux être heureux 1 heure, bois un verre. Si tu veux être heureux toute ta vie, deviens jardinier. Très bonne journée sur Campagne TV.